Bonsoir et bienvenue pour un nouveau numéro de 20h, le rattrapage d'une émission largement consacrée ce soir à la crise sanitaire et à la deuxième vague de l'épidémie de Covid-19. Bonsoir Benoît Elbod, je vous en prie, avancez-vous. Vous êtes le directeur général de l'ARS de la Nouvelle-Aquitaine. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous allez nous accompagner pendant cette demi-heure d'émission et je vous propose de commencer avec cette séquence, le gros coup de gueule d'Olivier Véran contre les députés de l'opposition qui ont prolongé l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 14 décembre contre l'avis du gouvernement qui le préconisait jusqu'à la mi-février. C'était mardi soir à l'Assemblée nationale. Dans la première chambre, il y avait un jeune homme de 28 ans, en coma, intubé, ventilé. C'est ça la réalité, mesdames et messieurs les députés. Si vous ne voulez pas l'entendre, sortez d'ici. Elle est là, la réalité de nos hôpitaux. Vous êtes en train de débattre de sujets alors que nos soignants se battent pour sauver des vies de cette manière-là dans nos hôpitaux. Alors Olivier Véran venait tout juste de se rendre dans le service de réanimation d'un hôpital de la région parisienne. L'heure est grave pour qu'un ministre de la Santé perde ses nerfs à ce point-là. Alors oui, l'heure est grave. Même dans notre région qui est préservée jusqu'ici, on constate des courbes de l'épidémie, des augmentations de patients qui sont à la verticale. Dans toute ma carrière de médecin de santé publique, je n'ai jamais vu des courbes pareilles. Aucune épidémie connue dans le monde jusqu'ici n'a eu des progressions comme ça en termes de nombre de malades, malgré toutes les protections qu'on met en œuvre. Donc on ne sait pas quand et si on arrivera à l'arrêter. Aujourd'hui, il y a des conséquences dans certaines régions sur les réanimations, comme l'a dit le ministre. Pas encore dans notre région, mais ça va venir, puisqu'on a vu que le nombre de malades augmente et qu'il y a un décalage. Donc oui, l'heure est grave, parce que pour l'instant, on a une épidémie qui n'est pas contrôlée. Alors au lendemain de ce coup de sang, les députés ont finalement prolongé l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 16 février 2021. Comment est-ce que vous expliquez, vous, l'accélération soudaine de l'épidémie? Est-ce qu'on a quelque part un peu raté notre été, notre déconfinement? Alors aujourd'hui, ce qu'on constate, maintenant les chiffres sont sortis, on voit qu'il y a un effet température. C'est-à-dire que malgré les efforts de protection, et vous savez, dans la région Nouvelle-Aquitaine, on était plutôt préservés parce qu'il y avait une certaine discipline, l'effet température, quelle que soit la région et quels que soient les efforts qu'on avait fait avant, ont fait bondir les contaminations. Et quand on regarde les courbes de température et les courbes de contamination, à une semaine de décalage, on tombe sur quelque chose qui est vraiment en lien. Donc aujourd'hui, les seules études que j'ai vues à peu près correctes sur le sujet de l'explication, c'était sur la température. Alors en Nouvelle-Aquitaine, plus de 1300 personnes sont toujours hospitalisées. Pour faire face à cette deuxième vague de l'épidémie, le plan blanc a été déclenché dans les hôpitaux de notre région. En quoi consiste-t-il? Exemple à Bayonne. La situation sanitaire continue de se dégrader dans les Pyrénées-Atlantiques. Conséquence de l'augmentation de cas de Covid-19, le centre hospitalier de la Côte Basque déclenche son plan blanc. Un dispositif qui permet de mobiliser immédiatement tous les moyens dont dispose un établissement pour faire face à une situation sanitaire exceptionnelle et d'augmenter les capacités d'accueil en réanimation. Les plans blancs, on peut obliger les personnels à revenir, on déprogramme un peu l'activité, enfin on ajuste l'activité de l'hôpital à une situation épidémique majeure. Voilà, donc on met tout en place. Donc c'est important. Ça veut dire qu'on peut aller jusqu'à déprogrammer des opérations. Le plan blanc a aussi été déclenché à l'hôpital de Pau. À Bayonne, 23 personnes sont actuellement hospitalisées. Le taux d'incidence dans le département s'élève à 362 cas pour 100 000 habitants, alors que la moyenne régionale est de 182. Un autre indicateur qu'il convient vraiment de mesurer, c'est le taux d'incidence pour les personnes âgées. On sait qu'elles sont vulnérables, qu'elles sont publiques à risque. Et bien ce taux-là aussi a été particulièrement important puisqu'hier il s'est levé à 174. Je vous rappelle que le seuil d'alerte était de 50 pour 100 000. 174, c'est énorme. Actuellement, 8 patients sont en réanimation au centre hospitalier de la Côte Basque. Le nombre de personnes hospitalisées pour Covid a augmenté de 50% en Nouvelle-Aquitaine. Est-ce qu'on peut craindre des vagues successives jusqu'à l'arrivée d'un vaccin ? Alors pour l'instant, on ne sait pas. On sait qu'aujourd'hui on est dans une vague, que nous on est dans la deuxième vague de la deuxième vague, parce qu'on a réussi à préserver la région. Si l'effet température que je décrivais a vraiment un effet, théoriquement, quand les beaux jours vont revenir, ça devrait avoir un effet. Mais encore une fois, aujourd'hui, à chaque fois qu'on a prévu quelque chose pour cette épidémie, tous les prévisionnistes ont été mis à défaut par la réalité. Donc aujourd'hui, je me garderai bien de prévoir les choses. Ce qui est sûr, c'est que le vaccin apportera une vraie solution. Alors là, on vient de voir un hôpital qui a déclenché le plan blanc. Certains hôpitaux ont déclenché un plan blanc de niveau 2. Je pense notamment au centre hospitalier de Mont-de-Marsan. En quoi consiste-t-il ?
En fait, un plan blanc, et ça a bien été expliqué dans le reportage, c'est un hôpital qui tout d'un coup se dit je vais mettre en place des mesures pour avoir des moyens supplémentaires pour faire face à un afflux de patients. Et avec le niveau 2, alors qu'est-ce qu'on met en place Alors, quand on passe donc les établissements, en fonction des établissements, on a plusieurs niveaux. Dans le CHU de Bordeaux, par exemple, vous avez 5 niveaux de plan blanc. Donc, à chaque niveau supérieur, on fait des mesures supplémentaires de déprogrammation, d'arrêt de certaines activités pour libérer des ressources pour être en mesure d'accueillir encore plus de patients qui arrivent en afflux. Dans les jours qui viennent, 7000 patients sont attendus en réanimation en France, d'après les prévisions. Toutes les régions sont touchées. Comment s'organise aujourd'hui la coopération sanitaire ? Alors aujourd'hui, elle est organisée par le niveau national et donc toutes les semaines, voire tous les jours, il y a une évaluation au niveau national des régions qui sont en tension et des régions qui ont un peu plus de possibilités, comme la nôtre. Et le niveau national organise des évacuations sanitaires et des transferts de patients de réanimation des régions à une autre. Si on peut comparer par rapport à la première vague, il y a quand même un changement de stratégie. C'est-à-dire qu'à la première vague, on attendait que les régions soient saturées pour transférer des patients en réanimation un peu à la dernière minute, puisqu'on n'avait plus d'autre choix. Là, on anticipe. C'est-à-dire que quand on sent que des régions vont être saturées, on transfère des patients en amont pour éviter que ces régions-là arrivent dans un état de saturation et on en transfère dans les régions qui ont des possibilités. Alors vous disiez, pour permettre l'augmentation des capacités d'accueil des patients Covid, les hôpitaux déprogramment certaines opérations. Regardons ce reportage tourné au centre hospitalier de Brive. C'est la dernière patiente admise dans cette unité spéciale Covid au sein des urgences de l'hôpital de Brive. Toux, fièvre, douleurs pulmonaires, c'est ici que les malades qui présentent des symptômes évocateurs du coronavirus sont aiguillés pour être diagnostiqués. Et depuis quelques jours, ils sont de plus en plus nombreux. On a d'abord commencé il y a une quinzaine de jours par 2-3 patients par jour qui venaient pour ce type de choses. Et puis aujourd'hui, on est plutôt entre 7 et 10 tous les jours. Et puis on ne sait pas si dans les jours prochains, ça ne va pas augmenter. On est, en situation tendue. Mais pour l'instant, on arrive à faire face sans grande difficulté. Avec un pic à 42 patients la semaine dernière et encore 36 aujourd'hui, cette deuxième vague dépasse déjà de loin celle du printemps. À l'époque, la peur du virus avait vidé les services, mais cette fois, entre les maladies saisonnières et les rattrapages d'opérations, les lits sont déjà presque à saturation. Pour faire face, certaines interventions ont été déprogrammées afin de redéployer un personnel désormais bien rodé. On a un peu plus d'expérience que la première fois, donc en matière d'organisation, de réactivité, de ce point de vue-là, on est un peu mieux rodé. Sur le plan médical, il semblerait, au moins pour la réanimation, qu'on arrive, dans un certain nombre de cas, à prendre les gens en charge de façon plus efficace sur des durées plus courtes, donc avec une rotation un peu meilleure. Et puis après, il faut essayer de faire face avec une mobilisation, je dirais, de l'ensemble des personnels. Des soignants fatigués et parfois victimes eux-mêmes de la maladie. Pour faciliter leur travail et pour limiter les risques de contamination, les visites aux malades sont interdites, à quelques rares exceptions. Des déprogrammations dans les hôpitaux, mais aussi des patients qui renoncent à leurs soins. La plateforme Doctolib enregistre par exemple 30% d'annulations depuis le reconfinement. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter ? Quel message vous feriez passer aux patients ? Alors aujourd'hui, sur les déprogrammations, dans notre région, on a la chance d'être encore en capacité et de ne pas être saturé. Donc moi, j'ai donné comme instruction aux établissements de choisir eux-mêmes leur niveau de déprogrammation pour adapter leur capacité et pour s'adapter au mieux aux besoins des patients et continuer les prises en charge qui doivent l'être. Donc aujourd'hui, il n'y a pas un mot d'ordre global de déprogrammation. Chaque établissement s'adapte pour faire face à ses capacités. Après, comme vous l'avez dit, on constate aussi le fait qu'un certain nombre de patients renoncent et ont peur d'aller vers le soin. Et là, je pense qu'il y a un message important à donner à l'ensemble de la population, à la différence du premier confinement, où le message était d'essayer de se restreindre, même dans l'accès aux soins, le plus possible. Là, le message pour ce confinement, c'est d'utiliser et d'aller vers l'offre de soins comme en temps normal. Quand on parle de déprogrammation, il ne s'agit que d'hospitalisation. Toutes les consultations externes, tous les diagnostics externes, l'imagerie, la radiologie, les examens de biologie,
tout ça est maintenu sans déprogrammation. Donc les gens doivent normalement aller voir leur professionnel de santé, médecin ou autre professionnel comme d'habitude, et éventuellement leur médecin pourra leur dire que leur hospitalisation qui est prévue sera reportée à un autre moment quand c'est possible, et bien sûr quand c'est urgent ou quand c'est nécessaire, notamment le cas des cancers, il n'y a pas de déprogrammation et on prend en charge les patients. Le message est passé. Depuis le reconfinement, justement, les cabinets médicaux sont surtout fréquentés par des personnes qui viennent se faire tester. Et les médecins bénéficient aujourd'hui d'un nouvel outil pour la détection de la Covid-19, les tests antigéniques. Comment fonctionnent-ils ? Regardez ce reportage. Je vais rentrer le petit coton-tige, c'est un petit peu désagréable. Le procédé est le même que pour un test PCR, mais ce prélèvement par le nez recherche non pas le matériel génétique, mais les antigènes du Covid, avec une autre différence notable, la rapidité du résultat. Le médecin qui vous fait ce test va tout de suite, en 15 minutes, pouvoir donner une réponse. S'il n'y apparaît pas une deuxième barre en face du T, le patient est considéré comme négatif. Depuis ce week-end, les professionnels du réseau SOS Médecins Côte Basque effectuent les nouveaux tests antigéniques en vue de détecter la Covid-19. Mon seul regret est de ne pas avoir eu cette arme il y a déjà plusieurs mois. Pendant le week-end, un patient que je vois, qui est symptomatique depuis 2-3 jours, ne pouvait pas avoir de test avant mercredi. On était dimanche. Je lui fais le test. D'emblée, je sais qu'il ne faut pas qu'il reçoive ses petits-enfants. Mais attention, ces tests-là ne sont destinés qu'aux personnes symptomatiques dès les premiers signes, âgées de moins de 65 ans et ne présentant pas de risque. Les médecins sont habilités à les effectuer, tout comme les pharmaciens qui viennent tout juste d'être livrés. On sera obligé de pratiquer ces prélèvements sur rendez-vous parce que pour pouvoir pratiquer ces tests, il faut que le pharmacien soit équipé d'une certaine façon pour se protéger lui et pour protéger le patient. Un nouvel outil dans la détection du coronavirus, alors que dans les Pyrénées-Atlantiques, on a dépassé les 500 cas pour 100 000 habitants. Notre département fait partie de ceux qui testent le plus. Des tests plus rapides mais moins fiables. Vraie ou fausse bonne idée, ces tests ? Alors, il faut bien distinguer les choses. Ils ne sont pas moins fiables, ça dépend de la situation dans laquelle on les utilise. Quand il s'agit de patients, et ça a bien été dit dans votre reportage, quand il s'agit de patients symptomatiques, ils sont fiables. Et la Haute Autorité de Santé reconnaît que leur fiabilité permet de savoir si un patient est positif ou négatif. En revanche, c'est vrai que s'agissant de personnes asymptomatiques, on n'a pas encore l'ensemble des études qui permettent de voir quelles sont les conditions de leur fiabilité en fonction des conditions dans lesquelles ils sont faits, les personnes à risque. Donc il y a toujours des études qui sont en cours et on attend les recommandations de la Haute Autorité de Santé. Elle a déjà recommandé de pouvoir le faire chez les asymptomatiques, notamment dans les EHPAD, chez les personnels et chez les personnes âgées, parce que le bénéfice-risque a été étudié comme plutôt bénéfique. Donc voilà, donc aujourd'hui sur les symptomatiques, ils sont fiables et c'est ce que disaient les professionnels, c'est très utile pour les médecins au quotidien quand un patient symptomatique arrive de très vite savoir s'il est positif ou pas positif. Et sur les campagnes de dépistage auprès de personnes asymptomatiques, il y a des recommandations en fonction des populations qui évoluent avec le temps. C'est plus compliqué. Autre nouveauté liée à la crise sanitaire, l'assurance maladie vient de mettre en place une procédure dématérialisée pour alerter les cas contacts. Plus de détails avec ce reportage tourné à Limoges. Si vous êtes cas contact, désormais, vous allez recevoir ce message directement sur votre portable. À partir d'aujourd'hui, les appels téléphoniques sont remplacés par l'envoi d'un SMS, un gain de temps précieux pour l'assurance maladie. Dans la plupart des cas, on n'arrivait pas à joindre les personnes la première fois. Donc on faisait plusieurs appels. On finissait ou pas par les avoir. Mais ça veut dire que pendant 2 jours, on faisait 3, 4 appels jusqu'à temps qu'on ait les personnes. Et parfois, l'appel n'aboutissait pas. À la CPAM de la Haute-Vienne, 25 traceurs Covid sont mobilisés en télétravail 7 jours sur 7. En ce moment, Fanny passe 3 fois plus d'appels. Elle accueille à bras ouverts cette nouvelle procédure. Ça nous permet d'un côté en appel d'avoir plus de temps avec le patient zéro pour retracer ses cas contacts. Donc quelque part c'est très bien. Et puis pour les cas contacts, le fait d'avoir tout sous les yeux, décrit directement sur son espace, enfin sur les documents qu'il reçoit, ça lui permet de lire au calme, de le relire et de vraiment prendre le temps de comprendre avant de nous appeler et nous poser des questions. Autre nouveauté, les personnes testées positives reçoivent un SMS qui les invite à préparer la liste de leurs cas contacts. Malgré cette procédure, la brigade des traceurs a besoin de renforts. Cette semaine, 13 personnes seront formées au métier.
Les renforts, ils étaient indispensables parce qu'on commençait à perdre un petit peu en rapidité d'exécution. Or, effectivement, le tracing, c'est une course contre la montre. C'est par exemple le cas de Louis, en CDD depuis un mois au service communication. Ce futur traceur sera opérationnel dès ce week-end. Ce qui m'a importé, c'était de pouvoir apporter mon aide pour pouvoir casser les chaînes de transmission et éviter à tout prix qu'il y ait une troisième vague. La semaine dernière, en Haute-Vienne, 240 nouveaux cas positifs ont été identifiés par jour, du 28 au 30 octobre. Le tracing, une course contre la montre. 8 millions de personnes ont téléchargé l'application Tous Anti-Covid. C'est mieux que la précédente version. J'imagine que vous incitez la population à télécharger cette application. C'est mieux, c'est pas assez. Il faudrait que les gens téléchargent beaucoup plus l'application Tous Anti-Covid. Et ça va être important parce que, comme ça a été expliqué dans le reportage, le contact tracing et l'identification des cas pour les permettre de les isoler et de protéger de l'épidémie, c'est quelque chose de vraiment important. Et la question se posera aussi notamment dans le déconfinement. Vous savez qu'on a eu un premier confinement et là on sait d'expérience du premier confinement que pratiquement le déconfinement est plus important à gérer que le confinement. Et dans un déconfinement, pour que ça se fasse de manière intelligente et éviter de se reconfiner encore derrière, il va falloir que tous les dispositifs de masse tels qu'ils sont définis ici, qui permettent de protéger le plus de personnes possible en utilisant l'outil numérique et la modernité, ça va être essentiel. Alors venons-en au port du masque. À présent, il est obligatoire dans les lieux publics clos. Les préfets et les maires peuvent aussi l'imposer à l'extérieur, dans les centres-villes ou sur les marchés. Mais d'une commune à l'autre, les règles ne sont pas toujours les mêmes. Regardez. Limoges, début d'après-midi, des visages masqués, d'autres découverts. Des images qui peuvent surprendre, mais rien d'illégal. Pour les habitants de Haute-Vienne, il est simplement difficile de savoir où porter le masque en extérieur. J'ai aucune idée de là où on doit porter le masque ou pas. Après, c'est vrai que j'ai pas forcément eu beaucoup d'informations, donc je me renseigne pas trop sur le sujet. Normalement, à l'extérieur, je crois qu'on n'est pas obligé, mais je suis pas sûre. Sur tous les lieux où il y a du monde. Après, c'est bon sens, mais c'est vrai que je me suis pas vraiment posé trop la question. À Limoges, il ne l'est pas partout. À l'inverse, certaines communes ont décidé de le généraliser sur leur territoire, comme à Panazol ou encore ici, à Solignac. Le maire reconnaît un manque de clarté dans les directives. Je pense que ça aurait été mieux qu'on ait effectivement une décision au niveau du département, ça aurait été beaucoup plus simple au niveau des règles. C'est-à-dire que les gens n'ont pas à se poser la question s'ils doivent retirer leur masque en arrivant à Solignac ou en allant dans la commune d'à côté. En Haute-Vienne, le préfet n'oblige le port du masque que dans certains espaces très fréquentés, contrairement à ses homologues de Corrèze et de Creuse qui l'ont généralisé. Mais pour quelles raisons laisser ce choix aux élus? C'est le choix de la proximité, comme cela nous est donné, comme cette faculté nous est donnée par la réglementation, de laisser aux maires, en proximité avec leurs administrés, la possibilité de choisir les lieux dans lesquels ils rendent obligatoire le port du masque. Mais alors, comment savoir dans quelle situation être le mieux protégé? Cette médecin rappelle dans quel cas le masque est primordial. Si on est dans une rue où il n'y a personne, on peut se dire qu'il n'est pas nécessaire de porter le masque. Après, il est important quand on est dans une zone où il y a beaucoup de monde parce que même si on ne croise pas directement la personne, il y a toujours un petit temps où les particules contaminantes vont rester dans l'air. Si c'est une zone où il y a beaucoup de croisements, on peut passer derrière une personne qui a laissé des particules contaminantes dans l'air. Libre à chacun, donc, de le porter dans la rue, même s'il n'est pas obligatoire. Benoît Elbode, vous êtes directeur de l'Agence régionale de santé de la Nouvelle-Aquitaine, mais vous êtes avant tout médecin de santé publique. Quelles sont, vos préconisations pour le port du masque? Mes préconisations, elles sont simples. Mieux vaut trop le porter que pas assez. Même à la maison Même à la maison. Même dans l'espace privé, mieux vaut trop le porter que pas assez. On le disait en début d'émission, cette crise sanitaire, elle est sans précédent. On est toujours dans une augmentation du nombre de cas. On n'a pas réussi à la freiner malgré tout ce que l'on fait. Tant que les indicateurs sont inquiétants, il faut faire le maximum. Mieux vaut trop le porter que pas assez. Alors le masque, en tout cas, il est bien présent dans les écoles. Il est obligatoire dès l'âge de 6 ans. Contrairement au premier confinement, les établissements scolaires restent ouverts, mais certaines voix s'élèvent, notamment du côté des élèves. À Périgueux, l'une de nos équipes a rencontré des lycéens qui dénoncent un protocole sanitaire insuffisant. Pas de confinement qui tienne pour ces élèves, retour en classe pour une deuxième rentrée sous Covid, pas très différente de la première. À part qu'on sort par la porte là-bas, il n'y a rien qu'à changer. Et ils ont mis des mesures, mais le truc c'est que c'est respecté une fois sur deux, quoi. Nous après, peut-être que ça nous fera rien, mais pour les parents,
Quasiment tous les élèves masqués sont en présentiel et la place manque pour respecter la distanciation. La cantine, la cour ou même les bâtiments ne sont pas adaptés pour les gestes barrières. Les couloirs sont très petits, c'est restreint, donc pour passer c'est compliqué. On pourrait nous mettre en demi-groupe au lieu de classe complète, mais je dirais qu'à 60% de nos cours on est en classe complète et c'est pas normal quoi. Des demi-groupes, une semaine sur 2. C'est la solution proposée par ce professeur pour assurer une meilleure sécurité sanitaire et garder le contact avec ses élèves. On a vraiment peur qu'à la fin on se retrouve dans une situation de cluster et devoir fermer l'établissement. On veut absolument éviter ce qui nous est arrivé au mois de mars où on n'arrivait plus à contacter nos élèves. On veut trouver une solution qui soit pérenne sur la longueur de façon à ce que nos élèves, on puisse continuer à les accompagner. Pour beaucoup d'enseignants, les consignes sanitaires du gouvernement ne sont pas adaptées au terrain et pas applicables sur le long terme. Les collègues, ça commence un petit peu à saturer. Il y a beaucoup de choses qui se télescopent en ce moment parce qu'on nous demande de travailler, ce qui est une chose, c'est normal, mais dans des conditions sanitaires qui ne sont pas optimales, loin de là. Garder leur école ouverte tout en évitant de créer un foyer épidémique, voilà le casse-tête des enseignants. Alors les choses ont évolué depuis ce reportage jeudi dernier. Le ministre de l'Éducation nationale a pris de nouvelles mesures, comme par exemple la mise en place des cours à distance et du contrôle continu pour le baccalauréat. Benoît Elbot, poursuivons avec cette autre mobilisation, celle des propriétaires de commerces dits non essentiels. Plusieurs manifestations se sont déroulées cette semaine dans la région. C'est notamment le cas devant la sous-préfecture de Bayonne, comme on le voit sur ces images. Depuis le reconfinement, certains maires font polémique en prenant des arrêtés pour autoriser tous les commerces à rouvrir. Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce qu'il y a quelque part une sorte d'inconscience collective? Alors d'abord, moi je pense qu'il ne faut pas faire une opposition entre l'intérêt de la santé et l'intérêt de l'économie. Puisque de toute façon, l'économie de la santé, c'est-à-dire l'économie qui nous permet de financer notre système de santé et l'ensemble des soins, dépend de la santé de l'économie. Donc ce serait complètement bête de les opposer l'un l'autre. Une fois cela dit, c'est vrai qu'on est dans une étape de cette épidémie qui est extrêmement grave, dans le sens pas contrôlé. C'est-à-dire on ne sait pas comment l'arrêter et si on va réussir à l'arrêter. Et donc, après, il ne m'appartient pas de prendre des décisions pour les commerces. Le seul message que je peux donner à tout le monde, c'est pour l'instant, on est dans une étape grave de l'épidémie. Il faut faire tout ce qui est possible pour limiter le brassage des populations, limiter le déplacement de la population, en tenant compte évidemment d'un équilibre entre économie et économie de la santé. Parce que certains commerçants disent oui, mais nous on met du gel hydroalcoolique à disposition, on porte le masque, ils ont du mal à le comprendre. Écoutez, jusqu'ici il y avait des mesures barrières qui permettaient à la Nouvelle-Aquitaine d'être plutôt préservée, et on se rend compte qu'avec la vague de froid, malgré toutes les mesures de protection, l'épidémie a flambé. Donc on ne sait même plus si ces mesures de protection sont suffisantes face à un virus qui se transmet comme s'il n'y avait rien qui l'empêchait de passer d'une personne à une autre. Alors que tout le monde est masqué avec du gel et que normalement ça stoppe l'épidémie, vous avez vu cette flambée qui a eu lieu d'un coup. Donc tant qu'on ne sait pas comment maîtriser cette épidémie, tant qu'on n'est pas sûr que les gestes barrières que l'on fait suffisent, eh bien il faut prendre encore plus de précautions jusqu'à ce qu'on en sache plus. La France doit rattraper son retard sur la numérisation des commerces. Alors c'est Bruno Le Maire qui a déclaré ceci cette semaine. Alors la numérisation s'accélère. De nombreux commerçants proposent désormais le click and collect. Je ne sais pas si vous en avez profité. Le principe est simple, vous achetez en ligne, vous allez retirer votre produit en boutique. On regarde ce reportage tourné à La Rochelle. J'ai réservé un livre au nom de Vladimir. On appelle ça le click and collect. Cette mère de famille a commandé hier un livre scolaire sur le site de cette librairie et vient le chercher physiquement à l'entrée du magasin. C'est bien pratique, justement, c'est un livre qu'il avait besoin pour le collège et donc on préfère faire marcher les petits commerçants que commander en ligne sur les grandes plateformes, quoi. Calligramme, bonjour. On fait du drive, oui. On tient des permanences là, tous les jours. Les commandes en ligne ont explosé seulement depuis ce week-end, plusieurs dizaines par jour, mais juste de quoi se maintenir à flot. Non, ça ne sauve pas la mise, mais ça maintient le lien, et puis ça fait quand même un petit peu de rentrée, oui, effectivement, ça fait tourner un petit peu le stock. Et là, on a étendu beaucoup les horaires pour que ça soit qu'il y ait plus de monde qui puisse venir, et puis qu'on puisse en vendre plus de livres sur commande, quoi. Dans les rues de La Rochelle, les affiches click and collect fleurissent un peu partout. Dans cette boutique de vêtements aussi, un site en ligne avait été créé lors du premier confinement. Il y a tout, ouais. Donc là on est en couleur, après on est
Voilà, taille, small, medium, je vais jusqu'au 4XL. Face aux fermetures administratives, les commerces non alimentaires ont trouvé cette parade en attendant les beaux jours et en espérant une réouverture avant les fêtes. Toutes les aides sont bonnes à être reçues de toute façon, on va pas se leurrer. Donc on sait déjà, nous en tant que commerçants, que c'est compliqué l'après. On a du mal à s'en sortir. La solidarité envers les commerces de proximité semble gagner du terrain en ce début de deuxième confinement. Le gouvernement mène en ce moment des consultations avec les commerçants sur les modalités d'une éventuelle réouverture à moyen terme. Benoît Elbod, avec ce système de click and collect, il vous sera possible de commander le livre dont on va parler juste après, Ma vie en EHPAD, le récit d'Yves Mallory, un résident d'une maison de retraite située à Périgueux. L'une de nos équipes l'a rencontré. Lorsqu'il dédicace son livre, Yves Mallory constate l'émotion que suscite le récit de sa vie en EHPAD. Ah, il ne faut pas pleurer, bon. Mais si, enfin, non, mais c'est pas, je pleure pas forcément par tristesse. Hein. Je trouve ça formidable ce qu'il a fait. Les mots, il a su les dire. Je pense que beaucoup, pas que les résidents devraient le lire, les jeunes devraient le lire. Son témoignage raconte son quotidien parmi les 547 résidents de l'EHPAD du centre hospitalier de Périgueux. Alors quand on rentre dans ma chambre, c'est mon chez-moi, c'est mon domicile. À droite, le portrait de mon épouse et le mien lorsque nous sommes mariés. Toujours autonome à 89 ans, il s'est installé dans cette chambre il y a 4 ans. C'est l'heure du goûter, mon chéri. Pour être aux côtés de son épouse Christiane, atteinte de la maladie de Parkinson. Elle est toujours dans ma tête, comme moi je crois je suis dans la sienne. Je suis rentré par amour, je peux dire. J'avais une belle maison avec un grand parc derrière la colline, mais j'étais tout seul dans ma grande maison et je n'ai que le couloir à traverser pour être avec elle. C'est un grand bonheur pour moi. Le personnel de l'EHPAD fait de son mieux pour prodiguer soins, empathie, attention. Son livre raconte aussi les souffrances des personnes âgées lorsque les soignants ne sont pas assez nombreux. Le manque de personnel, c'est un problème qui me met même en colère. Vous savez, c'est horrible quand vous voyez des gens couchés alors qu'ils pourraient être debout. Mais on est impuissant contre ça. Parce que les soignantes qui sont des dames admirables de dévouement dans leur ensemble et tout, elles ne peuvent pas faire autrement. Et elles nous le disent, vous voyez, on est 2, on est 3. On ne peut pas faire, on ne peut pas être partout. Ancien postier, militant associatif, Yves Mallory est le représentant des résidents de son EHPAD. C'est à eux qu'il destine tous les bénéfices de la vente de son livre pour améliorer le quotidien. Ma vie en EHPAD d'Yves Mallory, un ouvrage très émouvant que je vous conseille de lire puisqu'il offre un autre regard sur ces établissements qui accueillent des personnes âgées. Les EHPAD, justement, les visites sont autorisées depuis ce nouveau confinement. C'est important de maintenir ce lien entre famille et résidents dans ces établissements. En tout cas, c'est l'enseignement qu'on a tiré du premier confinement et le fait qu'isoler les personnes âgées et de n'avoir aucune visite a plutôt été mauvais pour les gens. Il ne faut pas oublier, je pense, que le but dans la vie, c'est le bonheur. La santé, c'est un moyen. Et donc, à un moment, quand au nom de la santé, on empêche les gens d'être heureux, il faut qu'on puisse aussi y réfléchir. Donc, je pense que c'était une très bonne mesure de permettre d'avoir des visites dans les EHPAD. Et au passage, je salue l'engagement et l'investissement de tous les personnels qui travaillent dans ces structures, dont on connaît maintenant tous, grâce à la crise, l'engagement de tous les jours auprès des personnes âgées et des personnes qui en ont besoin. Il le dit, Yves Mallory, il manque parfois des soignants. Tout à fait. Aujourd'hui, on le sait, il manque des soignants. Le Ségur a mis en évidence le fait qu'il manquait dans les hôpitaux, dans les structures médico-sociales et qu'il fallait essayer de mettre plus de moyens. Là aussi, il y a un équilibre entre l'économie de la santé et la santé de l'économie, entre les prélèvements et la façon dont on dépense l'argent public. Et donc, il faut essayer évidemment d'aller vers un mieux pour essayer d'améliorer la santé et la vie de nos aînés. Merci Benoît Elbod de nous avoir accompagnés ce soir. Je le rappelle, vous êtes le directeur général de l'ARS Nouvelle-Aquitaine. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de 20h, le rattrapage. Bonne soirée sur Noir.